Monsieur le ministre, avec votre permission, je voudrais qu'on ouvre le dossier consacré à la gestion des fonds Covid-19. La Chambre des comptes, dans ses 3 rapports, a dénoncé les détournements massifs, des surfacturations, des marchés fictifs, tout en précisant qu'il y avait 12 cas graves susceptibles de revertir une qualification pénale. D'aucuns, notamment le député Jean-Michel Nitieux, a au cours des questions orales à l'hémicycle parlé de crimes contre l'humanité. Que pensez-vous de ces accusations extrêmes? Mais je ne pense rien. Je ne pense rien, chacun est dans son rôle. Celui qui veut faire le buzz, fait le buzz. Celui qui veut nuire, va nuire. Celui qui veut la vérité, va là où se trouve la vérité. Et j'ai un censeur qui est le président de la République qui m'a nommé. Et donc, toutes les fois que ce président ne m'a pas dit « tu as commis un crime », je vais continuer ma mission. Mais le rapport de la Chambre des comptes, il est là. Chacun, je ne suis pas sûr que c'est le même rapport que nous avons tous lu. Si vous prenez les premières investigations qui ont été faites, vous prenez les investigations, enfin le rapport final, ou c'est pas moi, mais vous ne verrez pas la même chose. Mais toujours est-il que nous... Est-ce que le ministère de la Santé n'a pas été épinglé dans le rapport de la Chambre des comptes? Toujours est-il que nous n'y sommes plus, pour moi. C'est-à-dire que nous avons répondu à des questions, les services concernés sont en train de faire le travail. Nous avons reçu plusieurs demandes de renseignements, nous avons été entendus, nous avons donné l'information qui était à notre disposition. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous avons donné l'information qui était à notre disposition et pour nous, nous continuons notre mission. Le problème avec cette affaire, c'est que à un moment donné, j'ai l'impression que certaines franges de la population et certains leaders que vous citez avaient voulu qu'on cesse, n'est-ce pas, de travailler pour les populations camerounaises, pour que ces populations camerounaises se plaignent, pour que cette population camerounaise n'ait plus droit aux soins, pour que nous n'avancions plus dans notre système de santé. Ce n'est pas notre mission. Il faut comprendre que lorsque monsieur le président de la République vous nomme quelque part comme responsable, vous fait l'honneur, comme il nous a fait cet honneur, ce privilège, on nous donne une mission. Et la mission, c'est de faire en sorte que les Camerounais puissent être en santé, puissent avoir cette sécurité sanitaire, travailler pour développer leur pays. Nous avons reçu cette mission et nous ne pouvons pas faillir, quelles que soient les interférences que nous recevons, quels que soient les coups que nous allons recevoir, quelles que soient les flèches que nous allons recevoir, on ne peut qu'avancer. Dans nos formations militaires que nous faisons, on dit la pluie n'empêche pas l'avancement des armées. Et nous allons avancer jusqu'à ce que la personne qui est dépositaire de cette compétence nous dise « Ah, c'est bon ici. Maintenant, vous n'êtes plus là. » Ou « Je fais telle chose de vous. » Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas cette direction, tant qu'on n'a pas cette instruction, cette très haute instruction de M. le Président de la République, nous allons faire notre travail. Et notre travail, c'est de faire en sorte que vous et moi, nous puissions être en santé et faire cette émission. Parce que si nous n'avons pas fait cela, si nous n'y avions pas consenti, n'est-ce pas, à ce moment précis, nous n'avions pas consenti des sacrifices, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Et ça, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. On a dû nous sacrifier, on a dû aller au devant dans un certain nombre de choses. On a dû faire en sorte que les uns et les autres puissent ne pas paniquer, puissent ne pas faire telle ou telle autre chose et appliquer les très hautes instructions de M. le Président de la République. Nous l'avons fait. Et Dieu merci. Et ça, je le dis parce que j'ai toujours cette ferme conviction qu'il y a eu la main de Dieu dans cette affaire. Dieu nous a aidés et on est sorti de cette crise avec moins de dégâts que les pays les plus développés, ceux qui sont plus avancés. Ils ont eu plus de dégâts que nous. Donc ça, c'est notre fierté personnelle d'avoir contribué aux côtés de M. le Président de la République à sauver des vies, à garder les populations camerounaises en santé. Et je crois que nous continuerons sur ce plan parce que notre devoir ne sera terminé que lorsque le président de la République aura sifflé et nous dire « Non, arrêtez-vous, monsieur Manaouda, vous n'êtes plus là ».
Alors, Monsieur le ministre, le même rapport de la Chambre des comptes parle de la surfacturation à l'achat des tests Covid-19 et d'après nos investigations, on a constaté que c'est l'un de vos amis, Monsieur le nommé Mohamedou Dabo, qui gérait ce dossier-là. Que dites-vous? Retenons simplement un grand principe. Le grand principe qui était là, c'est que nous avons demandé à l'équipe qui était censée gérer l'ensemble des opérations financières de ne jamais acheter un seul, je dis bien un seul élément, un seul équipement, sans qu'il y ait une homologation des prix. Et l'homologation des prix n'est pas faite par le ministère de la Santé publique, mais c'est fait par un autre département ministériel. Cette instruction a été suivie. Et donc, chaque chose, chaque équipement qui a été acheté dans ce cadre-là a reçu une homologation de prix du ministère concerné. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Maintenant, si on va dans des complications, d'ailleurs, le monsieur que vous citez, perd son âme, il est décédé. Si on va dans des appréciations, n'est-ce pas, des relations humaines, je ne suis pas sûr qu'au sortir de cette émission, on ne dira pas que vous et moi, nous sommes des amis, c'est pour ça que vous avez fait une émission avec moi. C'est comme ça que nous sommes au Cameroun. C'est comme ça que l'être humain est toujours. C'est toute chose qu'on n'explique pas, on trouve une explication soi-même. Et on distille l'explication qui semble être pour nous, pour les autres, peut-être qui doit être compris comme une vérité. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de choses. Nous avons une très grande mission, un grand privilège. J'ai jamais pensé un seul instant à être ministre de la Santé. Même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas imaginer que j'allais être ministre de la Santé. Alors le président de la République allait jusqu'à me faire cet honneur-là, ce privilège-là. Qu'est-ce que je vais demander d'autre? Pensez-vous que je vais faire autre chose que d'accomplir la mission pour laquelle il m'a nommé? Je ne suis pas sûr, je ne suis d'ailleurs pas comme ça. Et donc, voilà tout ce que je peux vous dire sur cette affaire. Nous avons à un moment donné agi en âme et conscience. Nous avons rempli une mission, nous continuons à remplir notre mission et nous sommes sur cette voie-là. Et le Riorca alors, vous avez fait une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où vous avez déclaré avoir déposé ce riz dans la cour du ministère de l'administration territoriale contre décharge du ministre en question. Non, je pense que la vidéo, déjà, c'est pas moi qui ai fait la vidéo. Bien évidemment, il y a des personnes qui me filmaient. Non, c'est pas moi qui. J'ai pas demandé qu'on me filme. J'ai été invité par des jeunes, on était en causerie, simplement. C'est-à-dire que c'était une causerie ouverte. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris de la question parce que je ne m'attendais pas du tout, parce que je pensais que c'était une affaire que nous avions clairement élucidée, parce qu'on avait donné en son temps les explications qui s'y est. Mais à arriver à cette causerie avec les jeunes petits frères, au détour d'une ou deux questions, on me le demande. Mais j'ai répondu à cette question assez précisément avec des détails, avec des dates, avec des images. Ce n'était pas à la cour de l'administration territoriale, mais nous avons, comme je l'ai dit, fait toutes les diligences qu'il fallait pour que ce riz ne soit pas en la possession du ministère de la Santé publique, mais que ce soit acheminé entièrement, sans aucun grain, parce que je ne voulais pas qu'un seul grain reste à Yaoundé, entièrement au niveau des régions, chez le gouverneur des régions. Est-ce que ça a été fait? Ça, c'est ce qui a été fait. On a des vidéos pour cela, on a des décharges pour cela, et donc ne nous demandez pas ce qu'on n'a pas. Ne nous demandez pas ce qu'on n'a pas. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais qu'on s'intéresse à présent à la qualité des plateaux techniques au Cameroun. Les hôpitaux régionaux de référence sont construits, certes, les populations se réjouissent, mais les professionnels de santé dénoncent des équipements de mauvaise qualité et de surcroît au coût élevé. Est-ce que dans l'arrière-pays, les formations sanitaires ne sont pas abandonnées?
C'est deux choses différentes, c'est-à-dire la qualité, vous avez évoqué la qualité des plateaux techniques et les déserts médicaux. C'est deux choses bien différentes. Si nous venons sur la qualité, mais je suis souvent amusé parce que ceux qui apprécient la qualité des plateaux techniques, ce sont ceux qui n'ont pas qualité, qui ne peuvent pas, ils n'ont pas la compétence d'apprécier. Mais laissez les techniques apprécier la qualité de ce que nous avons. Je suis tout souvent amusé quand, dans un bar ou dans un taxi, un Camerounais se dit oui, mais tout ce qu'on envoie c'est de mauvaise qualité parce que ça va. Mais vous avez quel élément pour pouvoir apprécier? Vous n'en avez pas. Vous avez dans une formation sanitaire, et c'est pas moi un aide-soignant ou c'est pas moi il va apprécier la qualité d'un scanner. Il n'a pas les compétences d'apprécier. Donc laissez à chacun ses compétences. Laissons à chacun ses compétences. Moi-même, je ne peux pas apprécier la qualité d'un scanner ou d'une IRM. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être parce que vous n'allez pas peut-être l'utiliser, mais les médecins, les professionnels de la santé, justement, chacun ils l'utilisent au quotidien. Ce que nous devons comprendre, en dehors des médecins généralistes, certainement, qui font des consultations, mais chacun est dans son domaine. Un professeur en ORL ne va pas vous dire des grandes choses sur la gynécologie. Parce que ce n'est pas son domaine, il sort de son domaine. Alors, que chacun parle des équipements qu'il utilise. Qui est le plateau technique qui a mis à sa disposition. Ceci pour dire quoi? Pour dire que nous avons tout un service pour pouvoir apprécier la nature des équipements qui nous sont livrés. Et nous nous faisons toujours accompagner par la maison mère. Si vous voyez aujourd'hui les scanners, quand vous avez un scanner quelque part, c'est que c'est la maison mère qui est venue installer le scanner en question. Nous avons la plupart de scanners qu'on avait achetés sans publicité, c'est une marque, une grande marque, disons ça comme ça, mais nous appelons la maison mère et nous disons, est-ce que vous avez fabriqué un scanner du genre et en quelle année? Non, nous l'avons pas, parce que ce ne sont pas, en ce qui concerne un certain nombre d'équipements, ce ne sont pas des équipements que vous allez trouver sur le marché, comme si vous allez acheter un pain. Vous commandez, ils viennent prendre les paramètres, l'environnement, le courant qui arrive, tout le reste, ils repartent maintenant fabriquer le matériel pour vous-même. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que ce n'est pas du bon matériel. Mais c'est ce que nous faisons. Et ces équipements ont des contrats, ont des garanties sur un certain nombre de choses. Donc, je crois que c'est important que nous le disons. Et c'est important que nous apprécions ce que nous avons entre les mains. Parce que les Camerounais aujourd'hui ont des équipements qui sont dans nos formations sanitaires, qui sont très appréciables. Et je souhaite, équipements dans certaines localités. Je souhaite, nous venons sur le second pan de votre question, et je souhaite que les uns et les autres puissent rentrer dans les hôpitaux, demander comment ça se passe ici, regarder ce qui est là. Ils vont se rendre compte de ce qui est dans nos hôpitaux, parce que c'est très facile de parler lorsqu'on n'a pas vu. Moi, j'ai vu certains grands élites d'ailleurs, qui étaient censés connaître, mais lorsqu'on inaugurait les CHR, les centres hospitaliers régionaux, lorsqu'on inaugurait ils s'étonnaient de ce que, est-ce que c'est vraiment ici? Et ils sont mis à remercier monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour dire merci de nous avoir donné ça. Mais ce n'est pas qu'à vous, parce que les 10 régions ont ces équipements. Donc, il faut que, j'invite vraiment, avec beaucoup d'humilité, j'invite nos compatriotes à rentrer dans les formations sanitaires, à regarder, à demander sur tel ou tel aspect. Je voudrais voir un peu le plateau technique, qu'est-ce qui est fait ici. C'est important. Nous avons également, pour faciliter ce travail, nous avons édité 2 documents. Nous avons édité ce que nous avons appelé le temps de l'action, avec un ensemble de ce qui a été fait ces 5 dernières années au Cameroun. Et nous avons un document spécifique qui est le pôle d'excellence, où on a pris nos hôpitaux majeurs avec un ensemble, n'est-ce pas, de ce qui est fait dans ces hôpitaux, avec un ensemble de soins qui sont proposés, et en termes de pôle d'excellence. Et nous allons d'ailleurs étendre ce document à un certain nombre de catégories de formation sanitaire. Donc, il est important que nos compatriotes aillent voir
n'est-ce pas, la qualité de ce que le président de la République a mis à leur disposition comme plateau technique. Maintenant, sur le second volet, le désert médical, oui, ça existe. Et c'est notre cheval de bataille en ce moment. Vous avez entendu certainement parler beaucoup et abondamment d'ailleurs de la viabilisation des districts de santé. Parce que nous savons que, en ce qui concerne les hôpitaux de première, deuxième, voire même troisième et quatrième catégorie, il y a des choses qui ont été faites ces dernières années. Nous avons massivement intervenu, des équipements ont été mis à jour et nous avons, je pense, un service de qualité à ce niveau-là. Mais il nous reste, n'est-ce pas, de continuer à aller dans les formations sanitaires de 4e, 5e, 6e, 7e catégorie. C'est pour ça que nous entendons, n'est-ce pas, nous investir davantage dans le district de santé avec tout ce que cela comporte. Et l'un des pôles, n'est-ce pas, majeurs de notre démarche vers le district de santé, c'est la santé communautaire. Et ça, nous avons fait une conférence des hôpitaux il n'y a pas de cela quelques temps. C'était pour connaître quels sont les besoins prioritaires de nos formations sanitaires les plus reculées. Et à côté de cela, on a adossé un forum sur la santé communautaire pour non seulement en parler, pour que les gens comprennent ce que c'est que la santé communautaire, pour institutionnaliser cette santé communautaire-là et avancer sur cette piste, parce que nous savons que le bonheur de notre système de santé serait, pour les années qui arrivent, cette santé communautaire. Parce que ce sont des agents de santé communautaire qui marchent de maison à maison, qui vont de ménage à ménage, qui va trouver une dame qui est enceinte pour lui dire est-ce que vous avez fait de vos consultations, comment vous vous sentez, qui vont dispenser des ARV, des antipallidiens et tout le reste, qui vont faire des tests de dépistage rapides d'un certain nombre de choses, qui vont prendre votre tension, qui vont peut-être faire la glycémie. Donc, ce sont ces agents de santé communautaire qui seront la clé, n'est-ce pas, de succès que nous aurons pour les prochaines années en ce qui concerne le service de santé du district. Alors, Monsieur le ministre, le taux de mortalité de la mère et de l'enfant à l'accouchement est très élevé. Est-ce normal que dans un pays comme le nôtre, où le chef de l'État avait déclaré santé pour tous à l'an 2000? Disons que on peut diversement apprécier ce que vous venez de dire. Un effort substantiel a été fait et nous sommes passés de 700 pratiquement à la moitié. Là, on est en 2018. Et je suis sûr que de 2018 à nos jours, nous avons également les efforts qui ont été fournis par M. le Président de la République, qui a mis sur pied un programme. Il y a un programme dédié à la mortalité maternelle et infantile. Donc, qui a mis sur pied un programme. Et je suis sûr que si nous allons aujourd'hui, parce qu'on a l'enquête à EDS qui devrait se faire, les résultats de cette enquête, je suis sûr qu'ils devraient nous montrer qu'on est encore en deçà, peut-être même de moitié encore de ce taux que nous avons aujourd'hui. Et donc, les efforts sont énormes en cette matière-là. Maintenant, de l'autre côté, nous avons besoin de l'accompagnement de nos compatriotes. Parce qu'il y a plusieurs problématiques, plusieurs obstacles. On a deux fois des obstacles culturels, entre guillemets. Des sociétés qui ne veulent pas que leurs femmes soient vues par une autre personne. Des sociétés qui estiment qu'on n'accouche pas à l'hôpital. D'autres qui estiment que parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Et vous avez également des services de santé, c'est-à-dire des formations sanitaires, généralement, parce que je ne voudrais pas stigmatiser quelqu'un, mais généralement privés, qui pour des besoins financiers retiennent une femme tout en sachant qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. C'est-à-dire que normalement dans notre dispositif sanitaire, lorsque vous avez ce genre de cas, vous le référez directement dans un centre plus appropriés, mais qui retiennent parce qu'ils ont besoin que la dame paye ci, paye ça, pour des besoins financiers retiennent, et nous avons généralement une référence soit tardive ou fatalement une dame qui décède ou un enfant qui décède. Nous avons encore ce genre de choses. Et nous sommes en train de travailler. Nous avons commencé la sensibilisation. Nous avons
demander que les uns et les autres puissent mieux, n'est-ce pas, s'équiper en la matière. S'il fait à tout prix faire cela, il faut qu'il s'équipe. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que le chèque santé qui est implémenté dans le cadre de la phase 1 de la couverture santé universelle va contribuer, contribue pour beaucoup à améliorer ce taux-là. Parce qu'en réalité, la barrière financière a été presque supprimée par M. le Président de la République. Qui est bénéficiaire du chèque santé? Le chèque santé aujourd'hui qui est implémenté sur les 10 régions, nous sommes dans 7 régions. Et je pense que cette année, nous ferons des efforts pour entrer dans les régions qui restent. C'est pour les femmes enceintes. En réalité, il n'y a pas de distinction. Dès que vous êtes une femme et que vous programmez faire un bébé, vous pouvez déjà acheter votre chèque. Et le chèque ne coûte que 6 000 francs. L'avantage qu'on a également, c'est un chèque qui peut être acheté par un cousin, par un oncle, par un enfant, par une mère pour sa fille ou son époux. Et donc, dès que vous êtes détenteur d'un chèque de 6 000 francs, c'est votre assurance que vous allez suivre, n'est-ce pas, toutes les consultations prénatales, vous allez faire des échographies, vous allez accoucher, et s'il y a complications, vous allez faire une césarienne dans les 6 000 francs. Pendant toute la période de la grossesse. Pendant toute la période de la grossesse. Et lorsque vous accouchez, que ce soit par voie basse, que ce soit par césarienne, vous ne payez rien. Et quand vous-même, vous avez déjà accouché, vous rentrez chez vous, vous avez votre nouveau-né, jusqu'à 42 jours, quelle que soit la maladie que ce nouveau-né fait, sur les 42 jours, vous le ramenez à l'hôpital, vous ne payez rien, même pas la consultation. Monsieur le ministre, mais la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Non, je ne pense pas que c'est tout autre. Il y a des femmes qui continuent à payer, à débourser des fortes sommes d'argent dans les hôpitaux. Soyons clairs. Soyons clairs que si vous n'êtes pas détenteur d'un chèque santé, vous allez payer. C'est pour ça que nous disons, il faut rentrer dans la CSU. Il faut avoir sa carte. N'est-ce pas? De couverture santé, dans le cadre de la couverture santé universelle, nous avons une carte. Si vous n'êtes pas détenteur de ce chèque, vous allez payer. Quelle que soit la zone où vous vous trouvez, vous allez payer. Donc, c'est à vous maintenant de prendre vos dispositions pour rentrer dans le dispositif, avoir votre chèque. Et c'est comme, excusez-moi de faire le parallèle, mais c'est comme dans un restaurant. Si vous avez un ticket de restaurant, oui, vous présentez votre ticket, on vous sert. Mais si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui se passe? On vous sert quand même le plat, mais vous déboursez de l'argent. C'est la même chose. Et donc, il faut que nous rentrions dans le dispositif. Et c'est ça, toute la campagne de sensibilisation que nous faisons au niveau de la coordination technique de la CSU, pour que les femmes soient au courant de ce dispositif, pour que les maris soient au courant de ce dispositif, pour que les Camerounais soient au courant du dispositif. C'est quand même des efforts énormes qui sont fournis par M. le Président de la République dans ce cadre-là. Et il est bon que chacun puisse capter ces efforts-là, puisse capter ces avantages et pouvoir en bénéficier. Donc, je crois que c'est ce qui se fait en ce moment. Alors, Monsieur le ministre, puisque vous parlez des femmes enceintes, je voudrais qu'on ouvre une petite fenêtre concernant les césariennes. De nos jours, on constate que beaucoup de médecins pratiquent la césarienne, même lorsque la femme enceinte peut accoucher par voie basse. Equinox Télévision a fait plusieurs reportages dans ce sens où des patients dénonçaient cela. Que dites-vous par rapport à cela? C'est que ce n'est pas bon, que ce n'est pas normal. Mais votre ministère ne sévit pas. C'est vrai qu'il y a un taux. Parce que vous savez, ce qui est bien avec la santé, c'est que l'OMS a toujours réglementé un ensemble de choses. Et lorsque vous voyez le taux admis en ce qui concerne les césariennes en fonction des femmes qui arrivent, nous ne sommes pas encore au-delà de ce taux. Mais ce que j'avais, en son temps, j'ai fait des descentes sur le terrain, j'ai demandé ces statistiques et j'ai donné des très hautes instructions, des instructions sur la base de ce que nous-mêmes nous avons reçu comme instruction. Et donc, j'ai demandé aux uns aux autres de tout faire pour que la femme, dans un premier temps, puisse accoucher par voie basse. C'est la priorité. Mais il faudrait que nous soyons clairs. Parce qu'il y a des risques.
Et la plupart, dans le cadre de ce programme, n'est-ce pas, de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, veulent éviter, n'est-ce pas, ces décès. Parce que il y a un risque à faire attendre longtemps une femme en travail. Ça peut avoir des répercussions sur la femme elle-même, ça peut avoir des répercussions sur le bébé, le nouveau-né. Et donc, je pense que ceux qui sont de ce service-là savent apprécier. Maintenant, il y a eu un phénomène avec le PBF où la césarienne était beaucoup plus primée qu'un accouchement par voie basse. Et il y a eu des abus à ce niveau parce que, bon, la plupart ils se sont lancés dans les césariennes, mais je pense qu'on a arrêté cela. On a arrêté cela parce qu'il n'est pas normal qu'une femme qui peut accoucher par voie basse puisse accoucher par césarienne. Si jamais il y a un nouveau cas de dénonciation, vous me le dites, nous saurons comment faire. Nous savons comment traiter ce genre de cas. Dans notre famille, on sait comment les écarts se traitent. Donc, nous savons entre nous, dans la famille de la santé, comment on les traite. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on parle un peu de quelques maladies qui font de la résistance au Cameroun. Je vais commencer par le choléra. Est-ce normal qu'en 2025, des Camerounais meurent encore de choléra? D'abord, en 2025, personne n'est mort du choléra, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui, mais la maladie fait de la résistance quand même. Je pensais que vous allez plutôt nous féliciter d'avoir tout mis en œuvre pour que le choléra ne puisse pas continuer à sévir dans nos régions. Le choléra n'est pas que un fait du ministère de la Santé publique. J'ai souvent coutume de dire que le ministère de la Santé publique gère les conséquences. Et les conséquences, c'est le choléra. C'est ça que nous gérons. Mais en réalité, si on veut éviter, c'est une action pluridimensionnelle. Donc, il faut que, et ça, nous avons un plan multisectoriel qui a été soumis à monsieur le premier chef du gouvernement, qui a d'ailleurs été validé, et je pense qu'il est en train de s'implémenter. C'est l'ensemble des structures concernées qui doivent agir concomitamment. Si ces structures agissent, nous n'aurons plus à gérer les conséquences que sont et si les structures ne font rien, conséquences, les populations vont mourir. Je voudrais que nous comprenions une chose. Quelle est l'essence d'un gouvernement? Est-ce que c'est de détruire sa population? Œuvrer pour le bien-être de sa population. Est-ce que c'est œuvrer pour le bien-être de sa population? Alors, si c'est œuvrer pour le bien-être de sa population, pourquoi je devrais imaginer un seul instant que le gouvernement ne fera rien? C'est l'essence, n'est-ce pas? Jusqu'ici, il y a encore des morts. Oui, mais du fait du choléra, monsieur. C'est clair. Et c'est pour ça que le gouvernement est en train d'agir. Mais ce n'est pas une baguette magique où vous claquez et puis tout s'arrête. Si on avait un problème d'eau potable quelque part, ce n'est pas simplement en claquant que vous allez avoir l'eau potable sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement est en train de travailler. Ce plan multisectoriel est en train d'être exécuté. Et Dieu merci, nous avons de moins en moins de cas. Nous avons craint en seul instant avec les inondations qu'il y a eu en 2024 qu'on devrait avoir du choléra. Mais l'action concertée des administrations du gouvernement a permis à ce que nous n'ayons pas de cas. Et que les cas résiduels soient gérés. Et donc je crois que c'est important que nous puissions le noter et comprendre que le gouvernement est à pied d'œuvre. Et c'est un gouvernement qui œuvre pour le bien-être de ses populations. Si vous n'avez pas de population, vous n'aurez pas de gouvernement. Alors, pourquoi penser un seul instant que ce gouvernement serait contre cette population et ne ferait rien? Sinon, qu'est-ce qu'ils vont bien faire? Si aujourd'hui, on dit au ministère de la Santé, nous soyons plus les gens, nous faisons plus ça, quelle est donc notre raison d'être? On n'a plus le droit d'être là. Donc, je crois que cette réflexion que nous faisons souvent n'est pas appropriée. C'est une réflexion qui se veut, j'allais dire, il faut positiver la vie. Il faut toujours penser que lorsque quelqu'un a une mission, il va dans ce sens-là. Maintenant, il peut avoir des obstacles, il peut avoir des difficultés à avancer.
mais il est dans l'exécution de cette mission. Alors, à côté du choléra, il y a le paludisme. Et le traitement est-il gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes? Toujours. Nous avons d'ailleurs, aujourd'hui, le Cameroun est cité un exemple en ce qui concerne le paludisme avec l'introduction dans notre pays de la vaccination. Et nous continuons de dire que c'est un traitement qui est gratuit. Gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. C'est une décision de M. le Président de la République. C'est une mise à disposition des intrants. Donc, lorsqu'on vous demande, dans une formation sanitaire publique en ce moment, de payer, revenez vers nous, appelez-nous et signalez-nous, parce que nous avons mis à la disposition de ces formations sanitaires des intrants. Ces intrants, c'est pour la prise en charge gratuite, que ce soit du paludisme simple, que ce soit du paludisme grave chez les enfants de 0 à 5 ans. Et donc, s'il y a un manquement, nous sommes prêts à agir. Mais le principe est, le président de la République est clair là-dessus, ce traitement il est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Alors, il y a des étudiants à l'université de Douala qui ont soutenu leur thèse sur le traitement du paludisme. Est-ce que vous êtes au courant? Nous n'avons pas été saisis sur la question, mais ce serait une très très bonne contribution parce que nous recherchons toujours comment améliorer notre lutte actuelle contre le paludisme, et donc pour nous ce serait une très bonne chose si ils peuvent revenir vers le programme national de lutte contre le paludisme, faire une présentation et essayer de travailler avec eux et pouvoir avancer. Ce serait une très bonne chose. Et puisqu'on parle du paludisme, je voudrais qu'on mette un petit accent sur les vaccins contre le paludisme. Le 21 novembre 2023, vous avez personnellement réceptionné une cargaison de près de 330 000 doses de vaccins à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Et le 22 janvier 2024, vous avez procédé au lancement sur l'étendue du territoire. Mais il y a des professionnels de santé qui s'insurgent contre le vaccin, contre le paludisme. Il y en aura toujours, vous savez très bien. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un sur la scène mondiale d'ailleurs, ce n'est pas qu'au Cameroun, sur la scène mondiale, il y a toujours les anti-vaccins. Il y a ceux qui roulent pour certains laboratoires, il y a ceux qui... Parce que je l'ai dit lorsqu'on nous parlions de la Covid-19, je leur ai dit, mais quel est l'intérêt pour celui qui fabrique les médicaments du palud? Quel est l'intérêt que vous ne tombez pas malade? Parce que s'il milite avec vous pour que vous vaccinez et que vous ne tombez pas malade, ça veut dire qu'il milite pour la fermeture de son laboratoire. Il ne produira plus les médicaments. Et donc, s'il a en son instant vent de ce qui est un vaccin qui va faire obstacle à l'exercice de sa propre profession à lui, il va envoyer des gens dehors, il va payer des gens. Aller parler contre ce vaccin pour que ça ne soit pas accepté et que lui puisse faire écouler ses produits. Parce que c'est ça la réalité, malheureusement. Nous parlons de la santé humaine. Les professionnels de la santé, monsieur le ministre, ils disent que ce vaccin est encore en phase d'expérimentation. Et avant qu'il ne soit homologué, il faut au moins 10 ans. Je continue à expliquer aux uns aux autres. Et lorsque vous parlez des professionnels de la santé, j'ai bien envie de demander lesquels. Ils sont nombreux. Parce que en matière de vaccins au Cameroun, si vous me dites le professeur Léké a dit que c'est pas bon, je vais vous dire ah d'accord. Si vous me dites le professeur c'est pas moi Tétani a dit c'est pas bon, mais quand vous me dites professionnel de la santé, je peux être un nettoyant quelque part. Qu'est-ce que je sais en matière de vaccin, de vaccination? Qu'est-ce que j'en sais? Même si je suis professeur en Noël, professeur en ceci, professeur en ça, je ne sais rien en matière de vaccination. Et c'est ça qu'il faudrait d'abord, premièrement, évoquer, premièrement accepter. Si nous sommes d'accord à ce niveau-là, il y a ceux qui ont participé, n'est-ce pas? Ce vaccin que nous avons reçu a été trouvé en 2015. Ça a subi un certain nombre de procédures, d'étapes, jusqu'à l'implémentation sur 5 ans dans 3 pays. Sur des enfants, on a eu au moins 1 million d'enfants qui ont reçu ces doses-là.